C'est parti, donc bonsoir à tous. Donc, je suis Christophe Barré. Voilà, donc mon métier c'est psychopraticien, comme vous avez pu le voir sur l'invitation. Alors, je pratique la psychothérapie, mais en France, le titre de psychothérapeute il est protégé. Donc, on n'a pas le droit de l'utiliser si on n'est pas médecin ou psychologue diplômé de la faculté. Donc, pour les gens qui ont fait d'autres filières de formation, on parle de psychopraticien. Voilà, donc je pratique la psychothérapie. Je pratique aussi le coaching en entreprise. Et j'ai travaillé en entreprise avant de m'installer comme psychothérapeute, comme psychopraticien, pardon, moi aussi, vous voyez, des fois, depuis un peu plus de 3 ans. Voilà. Et les outils que j'utilise et qu'on va utiliser ce soir, que je vais vous proposer d'utiliser ce soir, ça s'appelle la programmation neurolinguistique ou la PNL. C'est un ensemble d'outils qui sont issus des écoles de psychologie humaniste qui se sont particulièrement développées aux États-Unis et qui ont ensuite essaimé, alors beaucoup dans le monde de l'entreprise où c'est utilisé comme des techniques de communication, mais à la base, tous ces outils, que ce soit la PNL, l'analyse transactionnelle, la systémique, la gestalt et tous les autres outils issus de la psychologie humaniste, ce sont d'abord des outils de psychothérapie qui ont ensuite été adaptés pour d'autres usages. Alors, l'atelier de ce soir, donc quelques éléments de contexte. Donc, je vais vous proposer de travailler individuellement, c'est-à-dire que chacun d'entre vous va travailler sur ses propres situations de stress, sur les situations que vous aurez choisies. C'est pour ça qu'on a installé les chaises enfin, un peu séparées, je dirais, parce qu'il y aura peu d'interaction entre vous pendant l'atelier. Donc ça c'est le premier point. Comme je disais tout à l'heure, si c'est plus facile pour vous de prendre des notes, il y a des crayons et du papier, mais il n'y a pas forcément de nécessité. Les outils que je vais vous proposer d'expérimenter, vous pourrez les retrouver facilement parce que ce sont des outils qui font appel au corps et donc on va les ancrer corporellement. Et puis un point sur le cadre de l'atelier, on est dans un atelier de découverte. Donc comme titre, on a donné gagner en sérénité, à identifier les sources de stress et puis des outils pour gérer ou faire diminuer le stress. Les sources de stress, elles sont multiples, je vais y revenir. Simplement, je voulais poser les limites de ce que l'on va faire dans l'atelier. Si vous éprouvez des stress chroniques liées par exemple à des traumatismes que vous avez vécus, des agressions, des violences, des choses de ce type-là, on n'est pas dans le champ de ce qu'on va voir ce soir, ça relève d'autres choses, ça relève de ce qu'on appelle la traumatologie, la psychotraumatologie, et les outils qu'on va voir ce soir ne sont pas adaptés pour traiter ce genre de situation. De la même façon, si vous avez des sources de stress qui sont par exemple des angoisses récurrentes et surtout des angoisses sans cause, ou par exemple des insomnies récurrentes et fréquentes, les outils que l'on va voir ce soir peuvent peut-être vous apporter une petite amélioration, mais ça relève là aussi probablement d'autres choses. Voilà. Donc simplement pour poser les limites de ce que je vous propose de découvrir ce soir et de ce que l'on va regarder. Alors, l'atelier ce soir, donc on l'a appelé « Comment gagner en sérénité ?» Et première remarque que je peux vous proposer, c'est on ne l'a pas appelé « Comment combattre le stress ?» Et c'est important dans la façon de formuler l'objectif. Ceux d'entre vous qui travaillent en entreprise connaissent peut-être quelque chose qui vient des États-Unis. On parle d'objectifs SMART. Je ne sais pas si ça vous évoque des choses. Un premier critère d'un objectif, c'est de le formuler à la forme affirmative, parce que notre cerveau, il s'est pensé à des choses qui existent, mais il ne s'est pas pensé à des choses qui n'existent pas. Si je vous suggère de ne pas penser à un carré vert, immédiatement, forcément, vous voyez. Donc, arrêter de fumer, c'est un objectif qui ne peut pas marcher. Arrêter d'être stressé, ça ne peut pas marcher. Gagner en sérénité, ça peut fonctionner. Parce que là, voilà. Ça, c'est juste un petit point au passage sur comment je formule mes objectifs. Alors, premier outil que je vais vous proposer tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est un outil qui fonctionne dans toutes les situations où on éprouve un stress. C'est un outil qui est fondé sur la respiration. C'est un outil qui s'appelle la cohérence cardiaque. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cet outil-là? Martin connaît. Oui, vous connaissez. Alors, la cohérence cardiaque, c'est un outil simplement de respiration et ça fonctionne très simplement. Il y a une chose à se souvenir pour la cohérence cardiaque, c'est 365. Ça vous rappelle quelque chose, 365 jours, oui. Ouais. Bon.
365, pourquoi? Parce que 3, 6, 5, en fait. La cohérence cardiaque, c'est une façon de respirer, on va la regarder. Et la cohérence cardiaque produit ses meilleurs effets quand vous la pratiquez 3 fois par jour, à raison de 6 respirations par minute pendant 5 minutes. 3, 6, 5. Vous voyez l'idée? Alors, maintenant qu'on a posé les choses, petit point sur la respiration. Est-ce que vous savez tous avoir des respirations abdominales? C'est environ le contraire de ce qu'on nous fait faire à longueur d'année à Correspa quand on fait du sport. Disons qu'on ne respire pas tout à fait pareil. Alors, la respiration abdominale, c'est important quand on pratique la cohérence cardiaque de pratiquer la respiration abdominale. Et pour ça, je vais vous proposer simplement de mettre la main sur votre ventre, ouais, au niveau du nombril à peu près. Voilà. Et quand vous allez inspirer, je vous invite à inspirer en gonflant le ventre, même en exagérant. Et quand vous soufflez, vous rentrez le ventre jusqu'au maximum. Et on recommence comme ça. Et vous devez sentir votre main qui bouge avec le ventre qui se gonfle et puis qui se dégonfle. Voilà. Ça, c'est la technique de respiration abdominale. Il y a une bonne façon de pratiquer. Nous pratiquons tous la respiration abdominale parce que quand on est couché, on ne peut pas ne pas faire de respiration abdominale. C'est la façon normale dont on respire quand on est couché. Donc, on sait tous le faire. Voilà. Simplement, quand on fait de la cohérence cardiaque, on le fait consciemment ou volontairement. Donc, cohérence cardiaque, assis en position droite, le dos à peu près droit, simplement les deux pieds posés par terre. Et on va prendre des inspirations. Alors, vous allez voir que 6 respirations par minute, c'est assez long. Et pour ça, il y a un outil super, ça s'appelle le chronomètre. Pour s'entraîner à la cohérence cardiaque, c'est intéressant de commencer avec le chronomètre parce que ça donne la mesure des respirations. Voilà, donc je vous propose de commencer. On va commencer bien sûr une inspiration et puis la respiration. Puis je vais vous donner le mouvement pour que vous expérimentiez. On ne va pas le faire 5 minutes, mais pour que vous expérimentiez un peu le rythme de ces mouvements. Voilà, donc on va démarrer avec une inspiration pendant 5 secondes et on expire tranquillement. Voilà. Et on inspire. Et on expire. Encore, encore, encore. Et on inspire. Et on expire. Vous voyez ce que ça donne? C'est long, 5 secondes. Hein, 5 secondes inspiration, 5 secondes expiration. Voilà. Ça, c'est vraiment un outil. On va pas le pousser plus loin pour avoir le temps de voir d'autres outils. Mais je vous invite vraiment. Alors, il y a 2 façons de le pratiquer. Le premier, c'est quand vous êtes dans une situation de stress aigu. Quand on est en consultation, quand je suis en consultation avec un patient qui s'écroule en larmes, qui ne trouve plus ses mots, qui est submergé par une émotion ou quoi que ce soit, je lui fais pratiquer de la cohérence cardiaque. On fait 3, 4, parfois 5 minutes de respiration, cohérence cardiaque, parce que ça, immédiatement, ça apaise. Voilà. Ça, c'est l'usage en situation aiguë. Et puis, en situation entre un traitement de fond, si vous le pratiquez en mode 3-6-5, eh ben, vous verrez que assez rapidement, au bout d'une dizaine de jours, vous allez trouver des bienfaits, notamment de niveau de stress plus faible. Donc c'est extrêmement intéressant. Si ça vous intéresse, on trouve sur Internet beaucoup d'articles, y compris des articles scientifiques, parce qu'il y a tout un tas de recherches scientifiques sur le sujet et d'études et de méta-analyses qui ont été faites là-dessus. Donc c'est vraiment un outil qui est bien connu aujourd'hui, qui est bien identifié et qu'on peut utiliser. Voilà pour cette première petite expérience. Et alors maintenant, je vais vous proposer donc on va dire de rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'était amuse-bouche. Je vais vous proposer de rentrer dans le vif du sujet en regardant un peu qu'est-ce qui peut nous faire perdre notre sérénité. Alors, qu'est-ce qui peut nous faire perdre notre sérénité? Moi, je dirais il y a 3 grands types de choses qui peuvent nous faire perdre notre sérénité. Il y a les autres.
Je suis sûr que vous pensez comme ça spontanément une ou deux ou plus de personnes qui peuvent facilement vous faire perdre votre sérénité. Il peut y avoir les événements. Quand on est confronté, je ne sais pas si vous avez un accident de voiture, c'est un événement, forcément, immédiatement, le stress il monte, au moins sur le moment. Après, il y a des façons de le gérer, mais sur le moment, forcément, il y a un pic. Donc, ce qu'on va appeler le monde, d'une façon plus générale. Et puis, il y a nous-mêmes, notre comportement. Je ne peux pas m'empêcher de... Enfin, j'aimerais, j'y arrive pas, euh, ou j'ai fait une bêtise et je m'en veux terriblement. Et du coup, voilà. Donc, les autres, le monde, et surtout, au-delà de ces déclencheurs sur lesquels on va revenir, tout ça a un impact sur nous qui est le plus souvent inconscient, et c'est ça qui va nous générer du stress. Et donc, ce qui va être intéressant, et ce que je vais vous proposer de faire avec les quelques outils qu'on va voir après, c'est de repérer nos modes de fonctionnement. Qu'est-ce qui nous génère du stress? Qu'est-ce qui nous met en situation de stress? Ce qu'on appelle des programmes. C'est pour ça que dans PNL, il y a le mot programmation neurolinguistique, parce que ce sont des programmes qui sont générés par notre cerveau. Et donc, on va repérer ces programmes que nous mettons en œuvre la plupart du temps inconsciemment et regarder comment on peut éventuellement, si c'est bon pour nous, les modifier, les faire évoluer ou les remplacer par d'autres programmes qui vont mieux nous convenir pour gérer les situations auxquelles on est confronté. Alors pour travailler sur les exercices qu'on va faire maintenant, deux, trois petits préalables. La première chose, c'est que je vous invite à faire confiance à votre inconscient. Je vais vous demander de retrouver une situation ou de penser à quelque chose de particulier. Laissez venir ce qui vient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, comme disait je ne sais plus qui, l'architecte dans Astérix et Cléopâtre. Mais laissez venir ce qui vient. Notre inconscient sait très bien nous donner ce dont nous avons besoin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour travailler avec les outils que je veux vous proposer, on va travailler avec ce qu'on appelle des images mentales. Est-ce que vous avez tous déjà vu la Tour Eiffel? Oui? Ok. Donc je vais vous inviter, pour comprendre l'image mentale, je vais vous inviter à vous faire une image de la Tour Eiffel, à penser à la Tour Eiffel, et à faire comme si vous aviez là devant vous une image de la Tour Eiffel telle que vous l'avez vue la dernière fois ou telle que vous avez envie de la voir. Et je vais vous inviter à regarder cette image qui est devant vous, et je vais vous inviter, par exemple, à agrandir cette image pour qu'elle prenne tout le champ devant vous, de plus en plus large, jusqu'à ce qu'elle prenne tout le champ devant vous. Et quand vous avez fait ça, je vais vous inviter maintenant à rétrécir progressivement cette image au rythme qui vous convient, sans vous presser, pour que cette image prenne petit à petit un format de type carte postale, et peut-être même, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, timbre-poste. Et puis si cette image que vous avez de la Tour Eiffel, elle est en couleur, ben, je vais vous proposer de changer l'image et de la mettre en noir et blanc. Et puis, une fois que vous la voyez bien en noir et blanc, ben, vous allez revenir et la remettre en couleur. Voilà, on va s'arrêter là avec la Tour Eiffel, simplement pour vous montrer que on peut jouer avec les images. Et dans les outils que je vais vous proposer d'expérimenter, il y en a un où on va jouer avec les images. On appelle les caractéristiques des images. En PNL, on appelle ça les sous-modalités, peu importe. Mais voyez, la taille de l'image, le fait que ce soit en couleur ou en noir et blanc, le fait que ce soit une image ou un film, le fait qu'il y ait du son ou pas de son, des choses comme ça, ça nous permet de jouer avec les images. Et puis, troisième point préalable pour qu'on utiliser les outils de ce soir, je vais vous proposer
d'imaginer que vous êtes, par exemple, sur l'ergocycle. C'est ça, Martin, je ne me trompe pas, qui est là-bas. Et en fait, je vais vous proposer de vous faire une image où vous vous voyez assis sur l'ergocycle, en train de pédaler ou pas, selon que vous avez envie de mettre du mouvement ou pas. Voilà, donc vous êtes là, et vous vous voyez là-bas. Ça va? Vous y arrivez? Ok. Alors quand on a une image comme ça, on appelle ça une image dissociée. C'est-à-dire que je me vois en train de faire quelque chose. Okay. Maintenant, je vais vous proposer de vous faire une image. Alors pour ceux qui sont clients, c'est plus facile, mais comme si vous étiez assis à l'ergocycle, mais qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes assis à l'ergocycle? Donc, vous allez vous faire une image de ce que vous voyez quand vous êtes assis sur l'ergocycle. Donc les tapis, la MT. Et dans cette image-là, vous ne vous voyez pas, puisque vous voyez, d'accord? Quand on est dans une image comme ça, où on regarde à partir de notre point de vue, on est dans ce qu'on appelle une image où on est associé. Et vous allez voir que selon qu'on est associé ou dissocié, ça ne produit pas les mêmes choses dans notre cerveau, et ça va nous être utile pour gérer certaines sources de stress. Voilà sur les petits points de calage, enfin de calage, d'outils pour travailler la suite. Alors maintenant, pour qu'on puisse travailler, je vais vous inviter à retrouver environ 3 situations que vous avez vécues récemment, dans les semaines, les mois, peut-être l'année écoulée, et des situations qui ont été pour vous des situations qui vous ont mis en stress. Donc des situations peut-être avec une personne, peut-être un événement qui vous est arrivé, peut-être voilà, une discussion avec quelqu'un, peut-être quelque chose que vous avez fait, que vous avez peut-être pas réussi à faire. Je vais vous inviter d'abord à identifier 3 situations, éventuellement plus, mais 3 c'est bien. Prenez le temps, puis quand vous les repérez, vous pouvez soit vous faites une image de la situation, soit vous lui donnez un nom, selon ce qui est bon pour vous. Est-ce que tout le monde a 3 situations? Ouais, ok, très bien. Alors, maintenant, je vais vous proposer d'en prendre une, celle qui vous convient, et puis on va l'explorer un peu plus. Donc, je vous invite à choisir une des 3 situations que vous avez repérées et de vous faire une image de cette situation. Alors, peut-être la personne avec qui vous avez échangé, peut-être l'endroit où vous étiez, il y a peut-être un paysage, vous pouvez être associé ou dissocié. Prenez le temps vraiment de faire cette image. Et vous faites cette image au moment où vous avez ressenti le stress, au moment où vous avez ressenti cette chose qui monte, peut-être de l'ordre de l'anxiété, de l'angoisse ou du stress, selon comment vous l'appelez. Vraiment l'image à ce moment-là. Et je vous invite à regarder dans cette situation, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là, concrètement, votre comportement. Peut-être est-ce que vous marchez, peut-être est-ce que vous êtes assis, peut-être est-ce que vous bougez les mains, peut-être est-ce que vous parlez, vous criez, peut-être. Vous écoutez, vous regardez. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement? Et pendant que vous êtes en train de faire ça, peut-être qu'il y a des pensées, peut-être que vous êtes en train de penser à des choses. Dans cette situation où vous ressentez le stress à cet instant-là, il y a peut-être des pensées qui traversent votre esprit, des pensées qui vous concernent, des pensées qui peuvent concerner la personne qui est en face de vous, s'il y a quelqu'un, ou des pensées qui concernent la situation.
être un accident de voiture, ça pourrait être « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire à maman ce soir, j'ai bousillé la voiture ». Voyez, qu'est-ce que vous êtes en train de penser? Et puis, pendant que vous êtes dans cette situation où vous ressentez du stress, où il y a ces pensées qui vous traversent l'esprit, vous ressentez des choses. Il y a des émotions. Il y a peut-être de la colère, il y a peut-être de la peur, il y a peut-être de l'inquiétude, de l'angoisse, de la fureur, de l'agacement, de la tristesse. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit dans cette situation? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans cette situation? Et quand vous avez fait le tour de ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là où vous ressentez ce stress, de ce que vous ressentez, des pensées qui vous traversent l'esprit, vous avez cette image de la situation devant vous, je vous invite à regarder qu'est-ce qui a déclenché le stress, qu'est-ce qui est vraiment le moment où ça a basculé. Est-ce qu'il y a un déclencheur identifiable? Peut-être qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas forcément toujours qu'on peut identifier. Mais peut-être qu'il y en a un aussi. Est-ce que c'est un mot? Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est un événement? Si j'ai un accident de voiture, c'est le moment où je me fais rentrer dedans. Si c'est dans la relation avec quelqu'un, c'est peut-être un mot qu'a dit la personne, et à ce moment-là, ça me fait monter en stress. Vous voyez, qu'est-ce qui a déclenché le top départ de la situation? Et puis, dernière chose que je vous invite à explorer dans cette situation, c'est ce qu'on va appeler des croyances. C'est-à-dire, quand vous ressentez ce stress dans cette situation, quand il y a ce déclencheur qui vient comme piquer et faire monter le stress, qu'est-ce que vous vous dites, ces pensées qui vous traversent l'esprit, qu'est-ce que vous vous dites sur vous? Qu'est-ce que vous vous dites sur les autres? Qu'est-ce que vous vous dites sur le monde? Vous voyez, ça pourrait être des choses du style « j'ai encore raté ». Ça pourrait être du style « les automobilistes sont vraiment tous des cons ». Ça pourrait être voilà, des choses de ce type-là. Vous voyez, de toute façon, il a une BMW. Et des choses comme ça qui peuvent vous traverser l'esprit quand vous êtes dans une situation. Alors, je prends toujours l'accident de voiture, mais ça peut être, bien sûr, de toute façon, j'ai toujours eu des mauvais chefs, des choses de ce type-là. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit à ce moment-là? Il peut y avoir une phrase, ou peut-être plusieurs éventuellement. Ça peut être... Ça va pour tout le monde? Ok. Alors, vous voyez, cette exploration qu'on a faite, elle est importante parce qu'elle va nous donner de l'information, elle va vous donner de l'information sur ce qui se passe de façon plus précise. Elle va vous donner de l'information plus précise sur ce qui se passe pour remettre les choses dans l'ordre. Et elle va vous permettre d'agir sur cette situation. Et donc, là, je vous l'ai fait faire avec une situation, mais vous allez voir qu'on va reprendre successivement plusieurs situations, et que pour chaque situation, vous allez pouvoir retrouver, et puis avec l'entraînement, bien sûr, progressivement, on peut retrouver. Et donc, pour mémoriser, il y a trois choses importantes quand on veut explorer une situation. C'est le comportement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce concrètement externe, le comportement visible? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que l'autre fait? On est où? On est dans quel environnement? On est assis, debout, on marche? Les pensées, et puis les ressentis, les émotions. Et puis les deux complémentaires, c'est le déclencheur et les croyances que je peux avoir dans une situation donnée.
Alors, un premier outil pour faire face à des situations de stress, un outil qui est particulièrement utile dans les situations relationnelles. Donc un outil alors qui marche bien quand vous êtes dans une relation, dans une situation relationnelle où il y a un stress. La dernière personne à qui je l'ai fait expérimenter, c'est un manager d'équipe qui est dans une équipe en reconstruction et où c'est fort compliqué et qui était extrêmement stressé parce qu'il prenait à longueur de journée des critiques de tous les membres de son équipe, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, de toute façon, il y en avait un qui râlait, voire plusieurs. Voilà. Vous voyez ce type de situation-là. Donc c'est typiquement quelque chose qui peut fonctionner dans des relations interpersonnelles, alors de toute nature, ça peut fonctionner dans un couple, en famille, ça peut fonctionner dans des relations professionnelles, ça peut fonctionner dans des relations amicales. Et donc cet outil, je l'appelle, je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça, mais je l'appelle la technique du cockpit. Voilà. Et donc pour expérimenter la technique du cockpit, je vous propose de trouver dans votre banque de situations stressantes une situation de relation dans laquelle quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a stressé, quelque chose de désagréable, une critique, peut-être une critique injustifiée, voyez, ou une méchanceté, une vacherie, ou quelqu'un vous a fait une demande impossible à réaliser, vous voyez, quelque chose, quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a stressé. Voilà. Et je vous invite à prendre cette situation et à vous y plonger quelques instants, de la même façon à vous faire une image de cette situation au moment où la personne vous dit cette chose désagréable, au moment où vous recevez cette critique injustifiée, cette méchanceté, et où ça vous met en stress. Ça vous génère une émotion désagréable. Voilà. Et quand vous avez cette image devant vous, on va la garder, hein, mettez-la de côté pour l'instant. Et donc maintenant, je vais vous inviter à construire un cockpit, parce que j'ai dit que c'était la technique du cockpit, on va le faire avec un mode cockpit, mais ça peut être autre chose. Vous savez, un cockpit, les avions de chasse, ils ont un cockpit, la vitrée, et quand le pilote y monte, le cockpit il est ouvert, et puis quand il est installé, qu'il est prêt à décoller, on baisse le cockpit, et donc il est derrière cette vitre-là. Voilà. Et je vais vous inviter à vous faire un cockpit, donc à vous imaginer là où vous êtes maintenant, à vous créer un cockpit que vous allez ouvrir là, comme ça, au-dessus de vous, et puis que vous allez pouvoir baisser quand vous le souhaitez. Alors c'est transparent, hein, le cockpit, ça permet toujours de voir ce qui se passe, ça permet d'entendre ce qui se passe, mais il y a une séparation physique. Si le cockpit ne vous convient pas, vous pouvez aussi créer par exemple une cloison. Vous voyez, on fait des très jolies cloisons vitrées qu'on pourrait faire rouler pour l'ouvrir ou la fermer. Vous voyez, quelque chose de vitré que vous pouvez ouvrir ou fermer. Et je vous invite vraiment à voir, en étant assis là, à voir ce cockpit qui est ici au-dessus de vous. Et je vous invite mentalement à le faire jouer, à le descendre pour le fermer. Et là, vous me voyez derrière votre cockpit. Voilà. Puis je vous invite à le rouvrir. Et là, vous me voyez sans la séparation du cockpit. Vous voyez, c'est cet outil qui peut jouer. Et donc, maintenant, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de baisser le cockpit. Et puis quand le cockpit est bien baissé, que vous êtes à l'aise dans cette bulle de verre fermée, où vous voyez ce qui se passe, mais vous êtes derrière cette bulle, je vais vous inviter à reprendre la situation où quelqu'un vous a dit quelque chose de désagréable. Et à la remettre là devant vous, à ressentir à nouveau, à entendre à nouveau ce que la personne a pu vous dire, à voir cette personne qui vous dit quelque chose de désagréable, mais vous la voyez derrière le cockpit. Et je vous invite à vous laisser ressentir qu'est-ce qui a changé, parce que quelque chose a changé par rapport à la première fois où vous avez regardé la situation et où il n'y avait pas le cockpit.
Est-ce que peut-être la voix est plus sourde? Est-ce que peut-être le ressenti que vous avez est différent? Est-ce que peut-être vous voyez les choses d'une autre façon? Ou peut-être ça change rien? Est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous partagez quelque chose par rapport à ça? Sans contenu, hein, juste dire oui, j'ai l'impression que ça change quelque chose, non, ça change rien, ça protège. Oui, exactement. Exactement. C'est tout l'intérêt de cette technique-là, c'est que mentalement, on met un bouclier, on se protège. Et en fait, l'intérêt de ce bouclier, c'est que je peux continuer à recevoir, à voir le monde qui m'entoure, je peux continuer à entendre ce qu'on va me dire, à voir ce qu'on veut me dire, mais il y a une limite physique et je peux choisir ce que je fais de ce qui m'est dit parce que c'est moi qui décide ce que je vais laisser passer à travers le cockpit ou pas. Vous voyez, c'est moi quand j'ai expérimenté cette technique-là, j'avais amélioré la technique. Pour moi, ce qui était bien, c'était quand quelqu'un me disait quelque chose, me faisait une critique, je l'écrivais devant moi sur le cockpit, vous savez, comme les tableaux de bord, là, tête haute qu'on a aujourd'hui. Je l'écrivais devant moi, je le regardais, et je décidais après si je prenais ou pas. Et vous voyez, le fait de faire d'avoir cette limite, ça me permet de garder de la distance, et du coup, face à une critique, face à une méchanceté, face à quelque chose qui n'est pas souhaitable, je décide, je reste maître, je baisse mon cockpit, je reste maître, et je décide de ce que j'en fais. Alors, il y a une limite à cette technique, c'est que en cas d'agression subite et non prévue, on n'a parfois pas le temps de baisser le cockpit. C'est-à-dire que quand je sais que je vais rentrer dans une réunion stressante où je risque d'en prendre plein la tête, je peux, avant de rentrer dans la réunion, c'est pas compliqué. Quand je vois arriver le collègue dont je sais qu'en général il a beaucoup de trucs à me dire, je peux. Voilà. Quand quelqu'un me rentre dedans à l'improviste, parfois j'ai pas le temps. Mais en tout cas, dans beaucoup de situations, le simple fait d'avoir ce cockpit mental et de pouvoir l'abaisser, ça permet de mettre un peu de distance avec l'autre et du coup de choisir ce que j'ai envie de garder ou pas. Ça va pour vous? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas du tout réussi à faire à visualiser ce cockpit ou est-ce que c'est bon? Oui. Ouais. Alors, dans nos programmes, dans nos modes de fonctionnement, en PNL, il y en a un qu'on appelle les frontières. Et effectivement, le cockpit, c'est mettre une frontière physique, hein, comme vous disiez. Et c'est vrai qu'on a chacun dans nos frontières. Alors, nos frontières physiques, elles sont faciles. C'est la peau ou c'est le mur. Voilà. Après, on a aussi nos frontières psychologiques. Et effectivement, on est, selon nos tempéraments, plus ou moins perméable à ce que peuvent nous dire les autres. Enfin, il y en a qui ressentent, qui absorbent presque les émotions des autres. Il y en a d'autres pas du tout, qui au contraire sont très distants. Et donc ça, alors ça se travaille, ça demande aussi d'autres outils. Mais effectivement, je dirais déjà, le fait d'abaisser, de mettre ce cockpit, ça peut être déjà un premier pas pour repérer, pour vous dire, ben voilà, là je suis dans mes frontières, et dans mes frontières, c'est moi qui décide. Vous voyez, c'est le problème des frontières, c'est ça, c'est si je me laisse envahir, c'est un peu d'actualité, mais à un autre niveau, hein, si je me laisse envahir, c'est plus moi qui décide. Et donc, en mettant ce cockpit, ben, je crée finalement une frontière, effectivement, physique, qui me permet de dire, attends, là, dans cet espace-là, c'est moi qui décide. Voilà. Mais après, on peut avoir effectivement plus ou moins de facilité à le faire, et parfois, pour certains, ça peut être plus difficile. Alors, je vais utiliser ça comme transition pour vous proposer un deuxième outil. Un deuxième outil, je regarde mon timing,
Un deuxième outil est là, qui peut être valable pour n'importe quelle situation qui vous donne du stress. Je propose de prendre une autre situation à laquelle vous avez pu penser, dans laquelle vous avez ressenti un stress. Là encore, une autre des trois situations dans laquelle vous avez pensé. Et là, je vous propose vraiment d'en faire une image, comme on a fait l'image de la Tour Eiffel tout à l'heure, donc de mettre cette situation, et particulièrement le moment où vous avez ressenti ce stress, de le mettre vraiment dans une image, et vraiment de mettre dans cette image le maximum de détails. À quel endroit ça se passait? Est-ce que vous vous souvenez peut-être, je sais pas, de la décoration qu'il y avait au mur, si c'était dans un bureau, ou du paysage, si c'était à l'extérieur? Qui étaient les personnes présentes? Comment est-ce qu'elles étaient disposées? Peut-être comment est-ce qu'elles étaient habillées, si vous vous en souvenez. Sinon, vous pouvez les habiller comme vous avez l'habitude de les voir habillés. Est-ce que vous étiez assis, debout? Est-ce que vous parliez? Est-ce qu'il y avait du bruit? Est-ce qu'il y avait du son? Et vraiment de mettre dans cette image un maximum de détails, de choses, pour faire vraiment la représentation la plus riche possible. Et là encore, dans cette image, quand vous ressentiez ce stress, qu'est-ce que vous aviez comme pensée qui pouvait traverser à ce moment-là? Qu'est-ce que vous ressentiez? Est-ce qu'il y avait une sensation physique? Parce que dans le stress, il y a aussi une dimension physique, hein, et nos émotions, elles sont localisées corporellement. Est-ce que vous aviez une boule au ventre? Est-ce que vous aviez un serrement à la poitrine? Est-ce que vous sentiez une raideur dans les épaules? Vous voyez, un ressenti. Quel était votre ressenti à ce moment-là? Et quand vous avez cette image, je vous invite juste avec les mains à euh, montrer, je dirais à me montrer, puisque c'est moi qui vous regarde, la taille de cette image, à faire le contour de votre image. Vous voyez quelle taille elle a, cette image. N'hésitez pas, quand vous l'avez. Et voilà, bah moi je me suis fait une image, et elle a cette taille-là. Voilà. Ok, bien. Super. Ouais. Donc ça, c'est une des sous-modalités, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est la taille. Voilà. Et je vous invite à regarder maintenant cette image. Est-ce qu'elle est en couleur? Est-ce qu'elle est en noir et blanc? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce que c'est plutôt un film qu'une image? Ou est-ce que c'est une image fixe en mode photo? Est-ce qu'il y a du son? Est-ce que vous entendez les sons de voix ou les bruits des alentours? Ok. Alors, maintenant on va jouer avec l'image. On va jouer avec l'image, et donc ce qu'on va faire, euh, on va utiliser les capacités de notre cerveau. Il faut savoir que les images mentales et les images réelles activent les mêmes zones de notre cerveau. Ça, vous lisez toutes les études de neurosciences qui, depuis quelques années, ont fait d'énormes progrès. C'est démontré par toutes les imageries médicales notamment. Euh, Quand vous voyez la Tour Eiffel ou quand vous vous faites une image de la Tour Eiffel, ce sont les mêmes zones de notre cerveau qui sont actives. Et donc, quand vous étiez dans cette situation qui vous a généré du stress, ou quand vous représentez la situation comme je viens de vous le faire faire là, ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont actives. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'en jouant avec la représentation que vous avez construite à l'instant, cette image que je vous ai fait matérialiser avec vos mains, eh bien, on va jouer avec l'expérience que vous avez vécue, puisque ce sont les mêmes zones du cerveau qui sont activées, et donc avec tout ce qu'elle a comporté, et en particulier ce qu'elle a comporté de stress. Et donc, pour jouer avec les images, on va faire ce qu'on appelle, on va faire changer les sous-modalités. Et donc, selon ce qui est bon pour vous, je vais vous inviter à reprendre cette image, hein, qui était à peu près comme ça pour à peu près tous. Et je vais vous inviter, par exemple, soit à l'agrandir, comme on l'a fait tout à l'heure pour la Tour Eiffel, soit à la rétrécir selon ce que vous préférez. Et si vous l'agrandissez à l'agrandir,
le plus grand possible jusqu'à ce qu'elle tienne la totalité du mur en mode écran géant de cinéma. Si vous la rétrécissez, de la rétrécir le plus possible. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi, par exemple, si elle était en couleur, j'ai eu l'impression que pour la plupart d'entre vous, les images étaient en couleur, je vous invite à mettre cette image en noir et blanc, à enlever les couleurs, ou à la mettre en mode sépia, vous savez, comme on fait maintenant les photos, comme on faisait les photos à l'ancienne et qu'on refait maintenant, vous voyez, avec des tons dans les gris. Et une fois que vous avez fait ça, je vous invite à garder là votre image, alors soit l'image gigantesque, soit la toute petite image, plutôt dans des tons gris, grisounet, sépia. Voilà. Puis je vous invite à regarder cette image et à regarder à nouveau la situation, cette situation qui vous a généré du stress. Et quand vous repensez à cette situation, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ce que vous ressentez est différent de ce que vous avez ressenti quand vous avez regardé la situation tout à l'heure, vous avez fait cette image? Vous voyez, quand l'image est petite, quand elle est au contraire tellement démesurée qu'elle en devient ridicule, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez quelque chose de différent? De la même façon, vous pouvez jouer avec le son. S'il y a du son dans votre image, vous pouvez par exemple soit monter le son jusqu'à ce que ça hurle, que ça devienne insupportable. Au contraire, vous pouvez baisser le son jusqu'à ce que les sons qui sont dans cette image deviennent juste un murmure à peine audible. On entend encore, mais vraiment comme s'il y avait presque plus rien. Et quand vous avez fait ça, encore une fois, je vous invite à reconsidérer cette image, à la regarder. Vous voyez, si je reprends moi je préfère faire une petite image en mode timbre-poste, mon petit timbre-poste gris, où j'ai mis le son au minimum. Qu'est-ce que je ressens quand je vois cette situation qui m'a généré du stress? Est-ce que ce que je ressens est différent de ce que j'ai ressenti quand je l'ai regardé pour la première fois? Et puis si c'est bon pour vous, si vous avez envie, et c'est pas une obligation, parce que pour certains ça peut ne pas être écologique, mais pour d'autres ça peut l'être. Donc si vous avez envie, si c'est bon pour vous, je vous invite à prendre cette image dans vos mains. Alors si c'est la petite image en mode petit timbre-poste, c'est facile à prendre. Si c'est la grande image en mode film, je vous invite à la rouler d'abord pour que ce soit plus facile à prendre avec vous. Et puis une fois que vous l'avez prise, si c'est bon pour vous, encore une fois, je vous invite voilà, à prendre dans vos mains et puis progressivement à la chiffonner, vraiment à la chiffonner complètement, mais vous pouvez même le faire, vous voyez, vous pouvez la mettre dans vos mains physiquement, je vous invite vraiment à le faire, vraiment prendre cette image, la mettre sur votre main, et puis vraiment la prendre avec la taille qu'elle a, et puis vraiment la chiffonner, et vous regardez en train de chiffonner cette image, voilà. Et une fois qu'elle est bien chiffonnée, vous pouvez la jeter par terre, Martin passera l'aspirateur après, voilà. Ouais. On peut jouer avec nos souvenirs, avec nos expériences. Alors, on est nombreux, donc je peux pas être avec chacun d'entre vous pour savoir comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu, donc je vous propose de l'expérimenter à votre rythme. C'est un peu la limite du travail en collectif, bien évidemment, mais vous voyez qu'on peut jouer avec nos images, donc les images de nos expériences, et donc avec nos expériences, hein, puisque c'est les mêmes zones du cerveau qui sont activées. Et donc, en travaillant sur les sous-modalités des images, on peut modifier le ressenti qu'on a d'un souvenir, le ressenti qu'on a d'une expérience. On pourrait faire la même chose pour aller dans l'autre sens, pour augmenter le côté agréable d'une expérience, mais bon, ça c'est une autre histoire. On fera un autre atelier là-dessus.
Voilà un deuxième outil pour vous permettre, face à des situations stressantes, de, de diminuer, hein, et surtout alors cet outil-là, le cockpit, il permet de traiter des situations au moment. Hein. Cet outil-là, il est plus utile pour traiter des situations après coup, hein, et notamment pour décontaminer, c'est-à-dire que si, chaque fois que je repense à cette expérience-là, j'ai à nouveau le stress qui monte, ça peut permettre de décontaminer cette situation en changeant les sous-modalités de l'expérience et du coup derrière de retrouver là encore un peu de sérénité. Ça va pour vous? Ok. Alors je vous propose un dernier outil. Alors un dernier outil qui est de nature un peu différente. Euh, Tout à l'heure, quand je vous ai fait explorer la première situation, celle que vous avez choisie, je vous ai dit, le dernier élément que je vous ai invité à explorer, c'est les croyances. Dans cette situation, qu'est-ce que je me dis sur moi, sur les autres, sur le monde? Et souvent, quand on est dans des situations de stress, d'inquiétude, d'angoisse, des choses comme ça, ce qu'on se dit, les croyances qu'on exprime ou qu'on n'exprime pas la plupart du temps, sont pas toujours très valorisantes, ou en tout cas ne nous aident pas beaucoup. Vous voyez, j'ai repris quelques exemples pour illustrer des croyances que j'ai vues, que j'ai entendues de la part de clients, de collègues. Je dois être parfait. J'ai j'ai fait à manger, mon plat il n'est pas tout à fait réussi et hop, j'ai le stress qui monte. Ah, je dois être parfait et j'ai pas été parfait. Voilà. Après, vous pouvez avoir des choses un peu plus profondes. Je n'ai jamais compté pour personne. Et des choses un peu, voilà. On n'est jamais sûr de rien dans la vie. Les autres peuvent me détruire. Je me souviens d'avoir travaillé avec quelqu'un, lui, sa croyance, c'était les autres m'ont déjà détruit. Ah, c'est chaud. Mais bon, le monde est dangereux. Alors ça, c'est des croyances un peu profondes, un peu personnelles, enfin un peu qui nous touchent, mais ça peut être des croyances, par exemple, alors, le monde est dangereux, c'est une croyance sur le monde. J'ai travaillé avec quelqu'un qui avait une croyance sur le management, c'était, je ne sais plus, mais c'était quelque chose du style, le manager doit toujours faire plaisir à tout le monde. Vous voyez, un truc dans ce style-là. Alors forcément, dès qu'il y avait un conflit, bah, ça l'aidait pas beaucoup. Vous voyez. Donc, on a parfois dans des situations des croyances, voilà, des choses qu'on se dit, qu'on pense, souvent inconsciemment, mais en y réfléchissant, on arrive à les amener à la conscience. Et ces croyances-là ne nous aident pas beaucoup. Alors, je sais pas, je vous ai donné quelques exemples, je vous ai invité à y penser, parce que l'un ou l'autre, vous avez identifié comme ça des choses que vous vous dites, et que vous souhaitez partager. Enfin, vous pouvez nous partager pour compléter les exemples que j'ai pu donner par rapport à la situation ou aux situations de stress que je vous ai invité à explorer. Pardon. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Oui. Mm. Ouais. Et, euh, et du coup, comment vous le formuleriez? C'est qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou Mm. Ouais. Alors, ce qui est probable, c'est que si on va explorer un peu plus loin, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, on va, il est probable, hein, encore une fois, mais pas certain, qu'on va trouver quelque chose qui pourrait être du style, euh, euh, comment je vais dire comme ça, je vaux pas grand-chose aux yeux des autres, voyez, ou je suis inférieur aux autres, enfin, quelque chose autour de cet ordre-là. Et effectivement, ça c'est
dans tout le travail sur l'estime de soi, on trouve souvent effectivement des croyances autour de ce fait je suis inférieur aux autres, je sais jamais rien faire, je saurai jamais m'imposer, quoi que je fasse, c'est pas bon, vous voyez des choses de ce type-là. Alors, ce que je vous propose, c'est si vous avez identifié dans une des situations une phrase ou un bout de phrase comme ça que vous vous dites. Et si vous ne l'avez pas identifié, c'est quelque chose que vous pourrez refaire après chez vous, repérer cette situation. En fait, je vous invite, je vais vous donner le mode opératoire parce que ça demanderait un peu plus de travail pour aller chercher pour chacun cette situation, mais je vais vous donner la façon de le procéder. En fait, vous prenez cette phrase, hein, je ne saurais jamais m'imposer. Je vais prendre celle-là. Déjà, vous la dites comme ça, je ne saurais jamais m'imposer. Puis ensuite, vous allez vous mettre en dissocié. Vous faites un pas en arrière. Voilà. Et là, je regarde Christophe qui est en train de dire « je ne saurais jamais m'imposer ». Et je l'entends dire « je ne saurais jamais m'imposer ». Mais je suis déjà à distance. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Et après, quand je suis là, une fois que j'ai entendu Christophe dire « je ne saurais jamais m'imposer », je vais ici où je suis me dire « Christophe pense qu'il ne saura jamais s'imposer ». Et je vais mettre encore un peu plus de dissociation. Et non seulement j'ai fait un pas en arrière pour me dissocier physiquement, hein, je vois là Christophe qui est là, mais en plus je mets de la distance dans l'expression, hein, en disant voilà, Christophe pense qu'il ne saura jamais s'imposer. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, si vous voulez aller plus loin ou si vous sentez que ça travaille un peu, vous pouvez faire un deuxième pas en arrière. Donc, et là, je vois Christophe qui dit « je ne saurais jamais m'imposer ». Et là, donc je regarde, j'entends. Voilà. Et là, je me dis et je dis à voix haute, Christophe dit que Christophe pense qu'il ne saura jamais s'imposer. Vous voyez, je fais une deuxième étape. Où je vois Christophe qui dit qu'il ne saura jamais s'imposer. Et je mets de la distance. En fait, on appelle ça de la multidissociation. C'est un outil qu'on utilise dans le traitement des phobies, notamment. Là, c'est qu'on n'est pas dans les phobies, mais ça peut être utile aussi. C'est-à-dire que, et c'est tout l'intérêt de la dissociation. Quand je suis associé, hein, je vous ai fait faire l'exercice avec l'ergocycle de vous voir associé, qu'est-ce que je vois, ou dissocié, je suis ici et je me vois à l'ergocycle. Quand je suis associé, souvent, les émotions, les ressentis sont beaucoup plus forts. Donc quand j'ai un ressenti de stress fort dans une situation, si je prends la même situation, mais que je la regarde en me dissociant, donc en me mettant à l'extérieur et en me regardant en train d'être dans cette situation où je me fais engueuler par mon patron, par exemple, déjà mon ressenti, il y a de bonnes chances que mon ressenti soit différent et que mon stress diminue. Et donc en pratiquant comme ça de multiples niveaux de dissociation, c'est une façon de mettre de la distance entre la source de stress et mon ressenti du moment et la façon dont je le retravaille. Et puis, pour terminer, dernière petite chose qu'on peut faire avec les croyances, mais là aussi ça demande un peu plus de réflexion. Et là, si vous voulez faire cet exercice-là, je vous invite à le faire à l'écrit, pour le coup, à écrire votre croyance, parce qu'après, il faut faire plusieurs formulations. Une croyance, c'est quelque chose qui est une généralisation, c'est en général assez large. Le monde est dangereux, voilà, ou les gens sont dangereux. Donc les gens sont dangereux, ça peut poser des questions. Est-ce que c'est vraiment tous les gens? Est-ce qu'ils sont dangereux tout le temps? Vous voyez, dangereux, ils sont dangereux comment? Ça mériterait plein d'explorations. Et donc, ce qu'on peut faire avec une croyance, c'est la modifier
légèrement, pas en profondeur, c'est pas les gens ne sont pas dangereux, non, ça marche pas. Mais si je pars d'une croyance, les gens sont dangereux, ça peut être les gens sont parfois dangereux, ça peut être certaines personnes peuvent être dangereuses, ça peut être les gens sont dangereux quand je suis ou quand ils sont dans telle ou telle situation. Vous voyez? Et en fait, je peux chercher ce qui, dans ma croyance, pourrait éventuellement être un peu modifié et qui me permettrait d'être plus confortable. Parce que si je passe de les gens sont dangereux et donc dès que je croise quelqu'un, je suis dans un stress épouvantable, à certaines personnes sont dangereuses, ben ça veut dire que je me donne la possibilité que certaines ne le soient pas. Et donc je me donne plus de choix pour vivre les situations en sachant que en croyant que les gens sont dangereux ou en croyant que certains gens sont dangereux ou que certains gens ne sont pas dangereux. Voilà. Celui-là, on n'a pas le temps de l'expérimenter parce que ça nécessiterait vraiment déjà qu'on fasse un travail de recherche un peu plus approfondi sur les croyances qu'on peut avoir dans telle ou telle situation. Mais je vous le donne plutôt pour la route, pour penser pour y repenser, pour creuser, peut-être pour reprendre à partir des situations que vous avez identifiées. Est-ce qu'il y a toujours une même croyance qui revient? Est-ce qu'il y a des croyances différentes? Et puis n'hésitez pas à jouer avec les mots, à reformuler, c'est pour ça que l'écrit est intéressant. N'hésitez pas à reformuler la première formulation de croyance que vous aurez repérée, à écrire, à y revenir, à dormir dessus, à écrire 50 formulations différentes. Et puis un jour, vous allez voir qu'il y en a une qui dit « Ah mais oui, c'est ça ». Et du coup, à partir de là, vous pourrez peut-être y travailler, voir comment vous avez envie de jouer avec, qu'est-ce que vous pouvez rajouter, certains peut-être, de temps en temps, des petits mots comme ça, qui vont vous permettre d'élargir, on appelle ça élargir la croyance, et du coup d'être plus confortable dans les situations où vous vivez avec cette croyance. Voilà sur les outils que je voulais vous présenter ce soir. Je termine avec un mot de conclusion pour dire deux choses. La première, donc, ce avec quoi on a joué ce soir, c'est notre cerveau. Notre cerveau qui a une grande plasticité. Je vous ai fait jouer avec les images. Et il y a vraiment, les images mentales que l'on a ont une force extrêmement puissante. On peut travailler sur notre façon de gérer le temps avec des images. On peut travailler sur notre façon de gérer les souvenirs, même dans les situations traumatiques. On utilise bien sûr les images. Voilà, donc c'est vraiment un outil très 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 puissant. Et cette notion aussi de programme, les programmes, c'est vraiment nos modes de fonctionnement inconscients. Alors, une chose importante sur le cerveau et sur notre inconscient nous veut toujours du bien. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression de faire des trucs qui sont ratés. Je rate tout le temps quelque chose, je n'arrive pas à faire quelque chose, et je m'en veux beaucoup. Mais si j'arrive pas à le faire, il y a forcément j'allais dire, une bonne raison pour laquelle j'arrive pas à le faire. Derrière chacun de nos comportements, derrière chacune de nos croyances, il y a une intention positive. Notre inconscient ne nous veut pas du mal. Alors si notre inconscient nous veut du mal, ça relève de la psychopathologie, c'est un autre sujet. Mais pour les personnes qui n'ont pas de maladie mentale, notre inconscient ne nous veut pas de mal. Donc on a toujours une intention positive, mais parfois elle est inconsciente. Et donc, un des enjeux dans le travail sur soi, c'est évidemment d'aller découvrir ces intentions positives inconscientes, qui parfois ont pu être appropriées à certains moments de notre vie et ne le sont plus aujourd'hui, par exemple. Il y a des choses de ce type-là. Donc, on travaille beaucoup sur nos programmes et ce qu'on a fait ce soir, parce que les images mentales, ça fait partie de nos programmes. La capacité à créer des images comme celle du cockpit, ça fait partie de nos programmes, de ce que le cerveau peut faire. Ce qu'on a testé ce soir, ce sont des outils très simples, je dirais très basiques, dans un cadre collectif et dans un temps limité. On utilise des outils simples,
Voilà, et puis que vous avez pu, j'espère, expérimenter. Après, pour les situations plus compliquées, hein, j'en parlais en début d'atelier, bah, évidemment, ça relève davantage de ce qu'on appelle soit le coaching de vie, soit la thérapie, euh, qui sont des choses qui permettent de travailler individuellement beaucoup plus en profondeur, bien sûr, sur des situations que l'on peut vivre et sur lesquelles on a envie de changer des choses. Enfin, voilà, on peut travailler aussi sur les blessures de notre vie, sur les deuils à faire, sur tout un tas de choses. Donc, et ça, c'est du travail individuel, évidemment. Euh, et ça se fait dans un cadre différent. Voilà, j'espère vous avoir intéressé avec ces quelques outils. S'il y a éventuellement une ou deux questions, je peux y répondre. Non. Ok. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a à peu près respecté l'heure. Et du coup, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, un bon retour. Et puis, au plaisir de vous croiser ici, une prochaine séance ou lors d'un prochain atelier.